Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans le sud-ouest de la France pour vous raconter deux faits divers qui ont bouleversé toute une région. Le sud-ouest dans la tourmente, c'est tout de suite. Élodie a 30 ans. C'est une jeune maman qui vit avec son compagnon dans un quartier paisible de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Ensemble, ils ont une petite fille, Méloé, âgée de 20 mois. Mais le dimanche 27 mars 2016, Élodie et son bébé sont retrouvés sans vie à leur domicile. La violence dont elles ont fait l'objet est insoutenable. Et l'enquête va orienter les policiers sur la piste d'un individu extrêmement dangereux. Alors, que s'est-il réellement passé dans cette maison du Sud-Ouest? Pourquoi cette famille a-t-elle basculé dans l'horreur? Et surtout, qui s'est acharné sur Élodie et sa fille? Ce que l'on sait, c'est que Élodie a été victime de plusieurs violences. Au niveau de la face et manifestement avec des projections de cette face sur le sol. Christian vit à Saint-Léon, près de Toulouse. À 61 ans, il est PDG de la plus importante entreprise de sécurité de la région. Proche des politiques et de nombreuses stars, il a reçu la Légion d'honneur en 2002. 2 ans plus tard, il est retrouvé criblé de balles devant sa propriété. Dans l'entourage de cet ancien instructeur au sein des commandos, c'est la stupéfaction. Apprécié de tous, Christian n'avait aucun ennemi connu. Alors, que s'est-il passé cette veille de Noël 2004 ? Pourquoi Christian a-t-il été abattu de la sorte? Et surtout, qui pouvait lui en vouloir au point de commettre l'irréparable? Alors là, ça a été vraiment un coup de massue, je dirais. Et tout le monde, pas seulement moi. C'est une catastrophe, quoi. On n'a pas très bien compris pourquoi. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'épopée meurtrière d'un père de famille de Mont-de-Marsan. Un fait divers sous haute tension qui mènera les enquêteurs jusqu'aux confins de l'horreur. Ça fait partie de ces choses qu'un être humain croise du regard dans sa vie et qu'il n'oublie jamais. Je pourrais vous décrire la couleur du pyjama, enfin de la grenouillère, la position. Je pourrais vous le décrire comme si c'était hier. Nous sommes à Mont-de-Marsan. Surnommée la ville aux 3 rivières, la préfecture des Landes est appréciée des estivants. À la fois pour ses vestiges médiévaux, mais aussi pour sa célèbre feria. C'est une ville de 35 000 habitants, qui est calme, qui aime faire la fête et qui est connue justement pour ses fêtes. Le dimanche 27 mars 2016, Mont-de-Marsan se réveille doucement. Lorsqu'un appel retentit au commissariat de police de la ville. Il est question d'une femme qui explique que son fils est dans son jardin complètement désorienté et qu'il vient d'essayer de l'étrangler. Elle a réussi à s'enfermer chez elle et son fils reste devant la porte, en bordure de rue, avoir ce comportement-là d'hurler, de se déshabiller. Alors, que s'est-il passé dans cette habitation de Mont-de-Marsan? Pourquoi cet homme s'en est-il pris à sa mère? Et que va découvrir la patrouille de police
envoyés sur place. Immédiatement après avoir été contacté, une équipe de police se rend dans le quartier pavillonnaire de la Barbe d'Or à Mont-de-Marsan. Ils ne savent pas trop sur quoi ils interviennent au départ, puisqu'il n'y a pas de notion d'homicide. Voilà, on est plus pour une personne qui a pété un plomb. Il y a cette notion de danger puisqu'elle a agressé sa mère. Mais voilà, quand ils interviennent, ça reste une intervention au départ plutôt classique, on va dire. Lorsque la police arrive, elle constate effectivement qu'un homme se trouve à l'extérieur de la propriété. Il a un comportement extrêmement bizarre, il a des propos totalement incohérents, il indique qu'il a gagné au loto. Âgé de 38 ans, cet homme s'appelle Guillaume. Les policiers ne le lâchent pas du regard et interrogent en parallèle sa mère, qui porte des traces de strangulation. Elle va vite expliquer qu'il s'est mis soudainement à l'agresser physiquement lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang sur les affaires qu'il portait dans un sac et également sur les chaussures qu'il portait. Questionné à son tour, Guillaume tient un discours des plus décousus. Visiblement, il n'est pas bien, il n'est pas dans un état normal dans le sens du terme, mais entre ne pas être dans un état normal et dans un état de délire total, il y a une marge. Il va effectivement évoquer le fait qu'il a porté atteinte à un certain nombre de personnes. Il dit qu'il a tué sa compagne et leur fille et qu'il s'en est pris aussi à sa meilleure amie. Face à ces troublantes déclarations, la mère de Guillaume donne aux fonctionnaires de police une liste de contacts. La priorité effectivement des policiers va être de prendre des nouvelles des personnes qui sont concernées et donc de se rendre à leur domicile si elles ne répondent pas au téléphone. Parmi elles, Élodie, la compagne de Guillaume, ainsi que Sylvie, sa meilleure amie. Malgré les tentatives des policiers, les deux femmes ne décrochent pas leur téléphone. Sans plus attendre, une patrouille est envoyée à leur domicile. Alors, Élodie et Sylvie sont-elles encore en vie? Guillaume a-t-il fait d'autres victimes? Et que vont découvrir les policiers? Dans un premier temps, les policiers de Mont-de-Marsan débarquent dans l'appartement de Sylvie, la meilleure amie de Guillaume. En arrivant chez elle, il y avait les parents de cette femme qui s'étonnaient qu'elle ne réponde pas. Ça faisait 20 minutes qu'elle essayait d'avoir un contact avec sa fille. Ils ont fini par apercevoir à travers la porte cette femme qui descendait de l'étage, qui était totalement ensanglantée, extrêmement pâle, et qui a fini par leur ouvrir. Le visage tuméfié, Sylvie assure qu'elle a été agressée par Guillaume vers 6 h du matin. Elle a vraiment pris beaucoup de coups. Il s'est acharné sur elle, sur tout son corps. Elle explique à un moment avoir dû se mettre en position fétale parce qu'en fait, elle n'avait qu'une seule chose à faire, c'était se protéger au maximum et attendre que cette fureur passe. Bien qu'elle refuse de se faire soigner, la femme de 48 ans est transportée d'urgence à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Un des policiers qui explique que s'ils n'étaient pas intervenus dans la foulée pour aller la réveiller et parler avec elle, se rendre compte de son état physique, elle aurait pu décéder des suites de ses blessures. Au même moment, une seconde unité de police arrive chez Élodie, la compagne de Guillaume et la mère de leur fille, Méloé, âgée de 20 mois. Personne ne répond, c'est une porte vitrée avec des barreaux en bois, mais vitrés, donc ils cassent la vitre. Et ils passent la main à l'intérieur, ils défont la serrure, ils arrivent à rentrer. Rapidement, ils identifient la présence d'un corps à l'étage. Il s'agit d'Élodie, la femme de 30 ans gît en haut de l'escalier.
Il y a énormément de sang, d'ailleurs une partie du sang a coulé dans l'escalier avec des traces qu'on retrouve en dessous qui est passé à travers les marches. Les enquêteurs ne peuvent que constater son décès. À la recherche de Méloé, ils inspectent au plus vite chaque pièce de la maison. Ils constatent de manière étrange qu'il y a un conteneur à ordures qui se trouve au plein milieu de la cuisine. Ils ouvrent ce conteneur et il y a une vision choc qui est le corps de Méloé. C'est une image qui est ancrée en nous de manière définitive, je crois. Ça fait partie de ces choses qu'un être humain croise du regard dans sa vie et qu'il n'oublie jamais. Je pourrais vous décrire la couleur du pyjama, enfin de la grenouillère, la position, je pourrais vous le décrire comme si c'était hier. Sous le choc, les policiers demandent des renforts afin de comprendre les circonstances du décès de Méloé. Il y a du sang, vraiment du sang partout, donc on peut imaginer qu'elle a été tapée sur un des murs de l'intérieur, sur une des cloisons. Il y a pas ça peut arriver, c'est un escalier avec une rambarde en bois. Et c'est que l'après-midi où on arrive à on découvre par hasard, presque par hasard, en fait, une légère trace rougeâtre sur le mur, sur le crépi de la façade. Et on comprend que c'est potentiellement là qu'elle a été tapée, quoi. La mère de Méloé a elle aussi subi un véritable calvaire. Ce que l'on sait, c'est que Élodie a été victime de plusieurs violences. Au niveau de la face et manifestement avec des projections de cette face sur le sol du palier. Donc il y a manifestement une phase de souffrance et la question est de savoir s'il n'y a pas eu une phase agonique. Concernant Méloé, les conclusions des médecins légistes semblent plutôt indiquer que la mort est survenue extrêmement rapidement. Et tandis que les deux corps sont envoyés à la morgue, la police scientifique se rend au domicile de Sylvie afin de procéder à des examens complémentaires. On est sur une scène violente, on le voit très bien, on voit où ça a tapé, il y a du sang, à plusieurs endroits, des touffes de cheveux qui sont jetées par-ci par-là. On voit une vraie violence. Suspecté d'être l'auteur d'un double meurtre et de 2 autres agressions, Guillaume est placé en garde à vue au commissariat de Mont-de-Marsan. L'affaire se répand comme une traînée de poudre dans la région et fait les gros titres de la presse. L'impact de ces faits a été considérable au niveau évidemment de la ville de Mont-de-Marsan, mais au-delà, puisque les Landes sont tout de même une région qui est connue pour être assez paisible, et des drames de cette ampleur, avec des violences intrafamiliales aussi graves, ont interpellé et ont incontestablement choqué. Les habitants sont d'autant plus scandalisés que l'une des victimes n'a même pas 2 ans. Méloé est une petite fille qui est décrite comme étant extrêmement vivante et on le comprend, à cet âge-là, elle découvre tout, elle commence à marcher, elle adore sa mère évidemment. Voilà, c'est une petite fille qui ne demandait qu'à grandir. Élodie, sa mère, a grandi à Bordeaux, au sein d'une famille recomposée. Ses proches la décrivent tous comme une jeune femme aimante et joviale. Élodie, elle évolue à Mont-de-Marsan, avec sa petite maison, elle fait des petits boulots, elle a sa fille évidemment qui est son amour et sa passion, et elle envisage de se reconvertir dans l'aide à la personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est attiré par les autres, qui aime rendre service, et c'est plutôt vers cette passion-là dont elle veut faire son métier. Sylvie, la rescapée, est quant à elle coiffeuse dans un centre commercial de Mont-de-Marsan. Les enquêteurs landais cherchent à éclaircir la relation qu'elle entretient avec Guillaume, son ami, depuis 13 ans. A
priori, il n'y a pas de relation amoureuse connue entre elle et Guillaume, donc il n'y a rien de vraiment qui justifierait un mobile ou chose comme ça qui apparaît en tout cas. Alors, que va révéler Guillaume en garde à vue? Arrivera-t-il à mettre des mots sur cette nuit d'horreur? Et pour quelles raisons s'en est-il pris à toutes ces personnes? Dans l'après-midi du dimanche 27 mars 2016, la garde à vue de Guillaume au commissariat de Mont-de-Marsan commence. Maître Tomagashi est commis d'office. Il tente de s'entretenir avec son client. Très vite, je comprends que je n'aurai pas affaire à une garde à vue classique et habituelle. L'agitation qui règne au sein du commissariat de police, je suis seul avec lui dans la pièce, une vingtaine de minutes. L'échange est quand même extrêmement compliqué. La plupart du temps, il ne répond pas à mes questions. Il lui arrive de me fixer pendant des minutes sans m'adresser la parole. Je ne peux pas véritablement dire qu'on ait eu une discussion à ce moment-là, Guillaume n'étant manifestement pas dans son état normal. D'ailleurs, une fois replacé en cellule, il tente de se suicider. Ils vont le retrouver en train d'avaler son pantalon. Une fois maîtrisé, il a essayé à plusieurs reprises donc, de se frapper la tête contre les murs, mais ils vont également le menotter et lui mettre un casque de motard sur la tête pour éviter qu'il continue à essayer de se faire du mal. Les policiers font appel à un psychiatre afin d'évaluer son état mental. En attendant qu'il se prononce, ils entament une enquête de personnalité. Il est né à Compiègne en 1976. Il est issu d'une fratrie de 2 enfants. Sur le plan maternel, ils avaient plutôt une vie confortable. Mais il a un papa qui est décrit par tous comme quelqu'un d'assez dur. Il faut être un homme. Donc un homme, ça ne fait pas part de ses états d'âme. Et ça, il va en souffrir. C'est auprès de son grand-père paternel qu'il trouve du réconfort. Son décès va profondément marquer Guillaume, alors adolescent. Il va développer à ce moment-là une boulimie, dans des troubles du comportement. Il va avoir une tendance à grossir et il va souffrir également de beaucoup de moqueries de ses camarades de l'époque par rapport à son poids. En grandissant, Guillaume fait de mauvaises rencontres. Et à 21 ans, il est épinglé par la justice. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation par la Cour d'assises de Paris. Il est question d'une espèce de combine qui est mise en place. Donc Guillaume aurait été un petit peu sous influence de l'autre personne et c'était un peu un traquenard qu'ils avaient monté à deux, d'être en train de s'embrasser pour attirer le regard, pour attirer d'autres hommes et les emmener dans le bois de Boulogne. Et finalement, une fois que l'homme était isolé, que leur victime était isolée, de la dépouiller. La personne qui se trouve avec Guillaume portera plusieurs coups de couteau à cette victime. Sans qu'on sache très exactement quelle a été la réelle participation de Guillaume à ces premiers faits criminels. À l'issue du procès, Guillaume écope de 3 ans de réclusion criminelle. À sa sortie de prison, en 2000, ses parents tentent de le remettre dans le droit chemin. Toute la famille va déménager pour venir s'installer dans les Landes. Ils vont acheter une boulangerie à Roquefort dans laquelle le père, la mère et Guillaume vont tous travailler. Guillaume étant celui qui s'attelle à la boulangerie puisque c'est effectivement son cœur de métier et il était formé pour ça. Mais Guillaume développe une allergie à la farine qui l'oblige à se reconvertir comme plombier, puis comme cuisinier. Avec Valérie, sa première compagne, rencontrée à sa sortie de prison, il fait construire une maison à Saint-Gor. En 2006, Guillaume devient père d'un petit garçon, nommé Romain.
Ils vont vivre une dizaine d'années, une relation avec des hauts, des bas, parce qu'il est vrai que Guillaume manifeste une jalousie maladive. Il pense la reconnaître sur un site pornographique. Et il lui fait une scène pas possible en lui disant « Je suis sûre que tu as tourné ce film », tandis que cette femme n'a pas du tout participé à ça, mais lui est convaincu de l'avoir reconnue. Guillaume ira même jusqu'à espionner sa compagne. Et il laisse son portable enregistré pour savoir les discussions qu'elle peut avoir avec, quand elle est toute seule chez elle. Ouais, il surveille, il épie, il se méfie, il est jaloux. Le couple se sépare en 2011, lorsque Guillaume fait la connaissance d'Élodie. Ensemble, ils auront une petite fille, Méloé, en 2014. Guillaume va se comporter par rapport à Méloé comme un père attentionné. Le seul bémol qui est aujourd'hui celui qui est posé par la famille, c'est, puisque c'est un père aimant et attentionné, pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas sa petite fille? Il ne va pas la reconnaître pour des considérations qui sont bassement financières. C'est que s'il avait reconnu l'enfant, Élodie, qui en tant que mère célibataire touchait des droits, en aurait perdu le bénéfice. Fort de ces informations, les enquêteurs procèdent à une perquisition dans la maison de Guillaume, à Saint-Gor. C'est ici qu'il vit avec son fils lors de ses semaines de garde. On va trouver une caverne d'Ali Baba de tout ce qui se fait en matière de produits stupéfiants. Il y a de tout. Mais il y a de tout, mais accessible à tout le monde. Et notamment quand on sait que Guillaume reçoit dans cette maison son fils, ça fait froid dans le dos parce qu'il suffisait de tirer certains tiroirs pour tomber sur des amphétamines, des produits interdits. Dans le coffre de son véhicule, les policiers mettent la main sur des éléments surprenants. On va découvrir un godemiché, des cordes avec des boucles au bout, enfin des choses qui peuvent laisser passer à des jeux sexuels, sadomaso, choses comme ça, quoi. On aura d'ailleurs, par contre, pas d'explication sur ces objets-là et ces pratiques ou des choses comme ça. En parallèle, les enquêteurs interrogent Romain, le fils de Guillaume. Âgé de 10 ans, il va raconter que son père a eu un comportement très surprenant 3 jours avant le double homicide. Il va se déshabiller, demander à l'enfant de se déshabiller également, et alors rien de sexuel, mais quelque chose un peu qu'on imagine une sorte de scène chamanique. Ils sont assis au milieu du salon et là, il lui fait part de la drogue, et notamment de la découverte d'une drogue de synthèse et de quelque chose, une sorte de secret qu'il voudrait lui transmettre. Le lendemain, c'est la deuxième chose que fait Guillaume, il ramène l'enfant chez sa mère. Donc c'est pas prévu, c'est pas le bon jour. Il va mentir en expliquant qu'il a de la fièvre, qu'il n'est pas bien et que lui-même peut pas le garder. Donc si elle peut le prendre un petit peu plus tôt, c'est évidemment ce qu'elle va faire. Et évidemment, on peut pas s'empêcher de se demander si c'est pas une manière pour Guillaume de l'écarter de ce qui va se passer, de faire en sorte qu'il ne soit pas physiquement présent au moment où les choses vont arriver. Alors, Guillaume a-t-il prémédité son épopée meurtrière? Les enquêteurs réussiront-ils à l'auditionner? Et le suspect a-t-il d'autres secrets? Au commissariat de Mont-de-Marsan, cela fait 24 heures que Guillaume est en garde à vue. Bien qu'un psychiatre ait validé son maintien en détention, son état reste très instable. D'un point de vue hygiénique, il avait là aussi maculé sa cellule. Il l'a fait même devant moi au moment de la prolongation de la garde à vue. Il s'est fait dessus. Là aussi, on ne comprenait pas si c'était vraiment quelque chose qu'il ne maîtrisait pas ou si c'était un comportement, une attitude volontaire. Les enquêteurs
profite de quelques instants de lucidité pour l'interroger. Il raconte alors des bribes de souvenirs. Dans ces flashs, il va nous expliquer des choses qui, finalement, vues de l'extérieur, sont incroyables. Il va nous parler de démons, il va nous dire qu'il avait froid, qu'il avait peur, qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il va nous dire, finalement, que les personnes auxquelles il s'en est prise avaient des yeux noirs, des yeux de démons, et finalement qu'il les vivait comme des menaces, ce qui, encore une fois, pour nous, paraît inimaginable. Tout ça, pour moi, a un sens parce que l'attitude qu'il a, son comportement, ces crises d'angoisse qu'il a même en notre présence, alors qu'on n'a rien de menaçant, le policier ou moi-même, finalement, corrobore ce qu'il nous explique. Même si je ne comprends pas, et si ça me paraît surréaliste ce qu'il est en train de raconter, les histoires de démons, l'ésotérisme, si tout ça m'échappe, je vois dans ses yeux qu'il est sincère, qu'il est encore effrayé à l'évocation de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je ne peux que le croire. Le policier interroge Guillaume sur le déroulé de la nuit. Manifestement, ses hallucinations ont commencé lorsqu'il s'est couché le samedi soir aux côtés d'Élodie. Il explique très bien, il parle avec elle, tout va bien, ils sont sur le lit tranquillement, ils vont se coucher et d'un seul coup, le blanc de ses yeux devient totalement noir. Et donc là, il comprend que c'est le démon qui s'est emparé de l'âme de sa compagne et donc il décide de tuer le mâle en la tuant, en la battant à mort, en lui tapant la tête aussi contre le sol parce que c'est vraiment sur les yeux, sur le visage qu'il concentre toute sa hargne et toute sa colère et toute sa peur aussi, parce que je pense qu'il y a de la peur à ce moment-là. Et une fois qu'il a compris que le démon est mort, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de protéger sa fille. Pris de panique, Guillaume s'enfuit avec son bébé de 20 mois dans les bras. Mais là encore, il raconte que le visage de Méloé va lui apparaître déformé. Il sort dans le jardin et il frappe sa fille contre le mur avant de la placer dans la poubelle et de fermer le couvercle de la poubelle, de rentrer la poubelle dans la cuisine et de fermer la cuisine, de fermer la maison. Il fait bien attention à fermer tout pour que le mâle reste dans cette maison et ne puisse pas aller ailleurs et ne puisse pas le suivre et s'en prendre à lui. Guillaume est cependant incapable de revenir sur les agressions de sa meilleure amie et de sa mère. Pour les enquêteurs, tout porte à croire que l'homme était dans un état second ce 27 mars 2016. Les analyses toxicologiques vont d'ailleurs révéler un cocktail explosif dans son organisme. La drogue, finalement, c'est une vieille compagne de 25 ans parce que dès l'âge de 13 ans, il va tomber dans cette addiction-là. C'est assez concomitant, ça arrive très vite après le décès de ce grand-père, puisqu'il va avoir des addictions au tabac, puisque c'est un gros consommateur de tabac, mais aussi des addictions à la drogue. D'abord l'herbe, et puis ensuite des drogues beaucoup plus dures, avec le LSD, la cocaïne, l'ecstasy. Et sur les 2 dernières années, avant le drame, des drogues de synthèse, comme la 3-MMA ou la méthox. Donc cela a entraîné bien sûr des désordres sur le plan psychocomportemental, avec des phénomènes hallucinatoires, c'est-à-dire qu'il avait par moments l'impression ou la certitude, la conviction d'entendre des voix, et des hallucinations visuelles, c'est-à-dire voir des choses en déformé. Le mur n'est pas blanc, il est avec des ombres. La plante, c'est en fait des monstres qui se cachent. Ces problèmes d'addiction avaient déjà interpellé plusieurs proches de Guillaume. Depuis ces années de consommation, il n'est plus le même. Il est beaucoup plus lent, il est marqué par tout ça. Et puis surtout, depuis 2 ans qu'il consomme des drogues de synthèse, il croit à un certain nombre de choses. Il parle de plus en plus souvent du ça. Sa compagne, il en a parlé à sa mère, il en parle à d'autres. Et ça les inquiète. Et ça inquiète notamment sa mère, qui lui dit « mais il faut que tu en parles. Là, tu vas pas bien, tu vois, avec tout ce que tu consommes comme stupéfiant. » D'ailleurs,
Le vendredi 25 mars à 14h, la veille des faits, Guillaume se rend chez un psychiatre du centre hospitalier Sainte-Anne, à Mont-de-Marsan. Lorsque ce médecin psychiatre va être interrogé, il va nous apprendre que Guillaume n'a pas évoqué ces hallucinations, n'a pas évoqué ce discours ésotérique. Et puis, il y a une dissimulation totale sur la vie même de Guillaume, puisqu'il omet de dire qu'il vit avec une compagne, en l'occurrence Élodie. Il signale qu'il a un seul enfant, alors qu'on sait qu'il en a deux, et l'enfant qui est oublié, c'est Méloé. Donc, est-ce qu'il veut véritablement se faire soigner? Il nous sera permis d'en douter. Alors, ce double homicide aurait-il pu être évité? Guillaume sera-t-il déclaré pénalement responsable? Et échappera-t-il à la prison? Après 15 jours d'hospitalisation et plusieurs opérations, la vie de Sylvie n'est plus en danger. Les médecins l'autorisent à quitter l'hôpital et les enquêteurs peuvent enfin recueillir son témoignage. On se déplace chez sa mère, elle refuse d'habiter, elle ne veut plus habiter chez elle sur le moment. Elle vit fermée, les fenêtres sont fermées, on nous explique qu'elle ne souhaite même plus ouvrir les volets, qu'elle ne veut pas rester seule à la maison. Et on a face à nous une personne qui est encore extrêmement choquée, faible et choquée. Face aux policiers, Sylvie explique qu'il est arrivé chez elle aux alentours de 4 heures du matin, ce 27 mars 2016. Il semblait dans son état normal. Il discute avec elle au début, il y a une discussion, c'est calme, après il parle qu'il a tué sa femme, l'autre elle ne la croit pas, elle ne le croit pas du tout. Elle ne s'imagine pas qu'il ait pu faire ça à Célestin, donc elle le laisse parler, elle essaie de discuter avec lui, mais bon, elle ne parvient à rien. Fatiguée, Sylvie retourne se coucher. Seule, dans le salon, Guillaume change complètement d'attitude. Il y a une scène où il ouvre la baie vitrée de l'appartement et il hurle par la fenêtre que Sylvie est une pute, Sylvie est une salope. Voilà. Donc il personnalise vraiment sur elle. Réveillée en sursaut par les cris, Sylvie voit Guillaume se jeter sur elle. Il s'est mis à l'agresser sexuellement dans un premier temps et ensuite, face à sa résistance et ensuite sa non-participation à ce qu'il voulait être une relation sexuelle, il s'est mis à la frapper et à la frapper de plus en plus violemment. Après de longues minutes de calvaire, Guillaume finit par partir, laissant sa meilleure amie pour morte. Grâce à son témoignage, les policiers landais parviennent à établir une chronologie des faits. On a une certitude, c'est que les premiers faits commis sont chez Élodie, puisque la maison est fermée, les clés sont retrouvées sur lui, et on retrouve le téléphone d'Élodie chez Sylvie. Après, on ne connaît pas forcément le rythme de ses déplacements. On a essayé de voir avec la téléphonie s'il avait pu quitter Mont-de-Marsan, choses comme ça, donc ça confirme encore une fois. Il n'a pas quitté Mont-de-Marsan, donc il n'a pas cherché à aller voir une autre personne à l'extérieur, qui aurait pu être sa femme ou des choses comme ça, son ex-femme. En revanche, il y a un laps de temps durant lequel les policiers ignorent ce que Guillaume a fait. Entre le moment où il quitte son domicile et celui d'Élodie et de Méloé pour se rendre à celui de Sylvie, quelques heures dont on a du mal à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là. 3 mois après la funeste nuit du 27 mars 2016, une reconstitution est organisée au domicile d'Élodie et Méloé. Présent sur les lieux, Guillaume reste sur ses déclarations. Il n'a pas voulu forcément dire le détail, voilà, j'ai tapé comme ça 10 fois, il ne va pas donner le détail surtout sur sa femme, hein, parce qu'il y a eu, je pense, une multitude de coups.
Donc il va confirmer ce qu'on va lui demander. La petite, il nous amène sur l'arrière de la maison et il fait bien mimer le geste de la projeter tête en avant contre le mur. Son discours est cohérent en tout cas avec ce qui s'est passé ou en tout cas de ce qu'on nous on a compris qui s'était passé. Et Guillaume affirme être parti précipitamment. Mais les traces de sang retrouvées dans la salle de bain vont prouver le contraire. On voit qu'après les faits, il va prendre un certain nombre de précautions pour se laver, donc se changer, reprendre des vêtements neufs sans trace de sang. Et c'est d'ailleurs avec des vêtements neutres, entre guillemets, qu'il se rendra au domicile de son ami. Guillaume a-t-il tué de sang-froid ou s'agit-il d'un coup de folie? Pour les psychiatres qui l'ont expertisé, il ne fait aucun doute que le suspect a bien eu des hallucinations ce soir-là. On sait très bien, nous, sur le plan scientifique et par expérience clinique, que les produits qu'il nous cite sont vraiment des produits hallucinatoires. Il a présenté donc une pharmacopsychose, c'est-à-dire un état psychotique lié aux effets pharmacologiques des produits toxiques consommés. Malgré cette prise de drogue, les psychiatres estiment que Guillaume est pénalement responsable. Un procès d'assises aura donc lieu. Il y a une vraie attente de ce procès qui a choqué tout le monde à Mont-de-Marsan, notamment des forces de l'ordre qui ont pu être extrêmement choquées par ce qu'ils ont découvert. Et donc c'est vrai que le procès, dans un premier temps, il se murmurait qu'il devait avoir lieu en décembre. Finalement, ils ont décalé cette session d'assises qui avait lieu avant les fêtes de fin d'année. Ils l'ont mise début d'année, au mois de février. Alors, comment se déroulera le procès? Quelle sera l'attitude de Guillaume? Et les familles obtiendront-elles les réponses qu'elles attendent? Le 6 février 2019, le procès de Guillaume s'ouvre devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan. 3 ans après les faits, cette affaire suscite toujours autant d'intérêt dans la région. À l'ouverture du procès de Guillaume, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de forces de l'ordre, certaines viennent en civil pour quand même suivre le procès. Toute la salle est pleine, ils sont obligés de rajouter des chaises autour, mais des gens restent debout pendant plusieurs heures pour écouter ce qui est dit pendant ce procès. Les familles des victimes attendent des réponses, qui soient des réponses que l'on veut les plus claires possibles. On n'attend pas qu'on nous parle de démons, de djinns. On attend par contre que les amnésies s'estompent et que la vérité sorte. Tandis que Guillaume fait son entrée dans la cour d'assises, l'ambiance est étouffante. Notamment entre les proches de Guillaume et ceux d'Élodie, son ex-compagne. Les deux familles sont chacune d'un côté de la salle. C'est complètement hermétique, personne ne se regarde. Puis il y a le fils de Guillaume, il est dans une situation comme on en trouve dans les tragédies antiques. Il est à la fois le fils de celui qui a tué et il est le frère de la petite fille qui a été tuée ce jour-là. Romain, le fils de l'accusé, n'attend rien de ce procès. Mais par le biais de sa mère et de son avocate, le garçon désormais âgé de 13 ans fait une demande qui va bouleverser toutes les personnes présentes à l'audience. Il souhaitait avoir un doudou de sa petite sœur. Et ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas de souvenirs physiques comme ça. Dès le lendemain, la famille d'Élodie et de Méloé ont apporté en effet un des doudous de ce bébé à son frère. Grâce à cette demande de Romain de récupérer le doudou, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, dans cette histoire, c'était les mêmes souffrances qu'il partageait. Cette ligne de
partage avec ce couloir au milieu, au fur et à mesure du procès, va disparaître. Et les avocates de ce petit garçon vont contribuer à ce que, à la fin du procès, ces deux familles se réunissent. Mais alors qu'il risque la perpétuité, Guillaume reste prostré dans le box des accusés. Il doit publiquement répondre de faits gravissimes qu'il ne peut pas expliquer, si ce n'est par ces visions délirantes qu'il avait ce jour-là. Il doit supporter leur regard, il doit supporter leur colère et leur rancœur qui est parfaitement légitime, et il a honte. Il ne sait pas quoi leur dire qui pourrait apaiser la peine, sachant pertinemment que quoi qu'ils disent, il ne pourra jamais apaiser leur peine. Il n'y a aucun mot qui viendra effacer les larmes dont il est responsable. De plus, si les psychiatres ont établi que son discernement était altéré au moment des faits, l'avocat général considère, lui, que sa responsabilité est pleine et entière. Il y a un point très clair pour la loi et pour la jurisprudence en la matière, qui concerne la consommation de toxiques. Si vous vous mettez, à travers votre consommation de toxiques, dans un état plus ou moins délirant, quelque chose qui ne correspond pas à votre comportement habituel, malgré tout, vous êtes responsable de ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que c'est vous qui avez choisi de vous alcooliser, c'est vous qui avez choisi de prendre des stupéfiants, etc. Le 13 février 2019, après 6 jours de procès, la Cour d'assises des Landes rend son verdict. Il est condamné à la perpétuité sans période de sûreté, ce qui se traduit dans les faits par une période de sûreté automatique de 18 ans, de 15 années de suivi socio-judiciaire. Mais du côté des parties civiles, le sentiment est mitigé. La famille ne reçoit pas ça comme un soulagement. Ce que voulait la famille d'Élodie, c'était entendre des mots d'apaisement. Ils ne sont pas venus de la part de Guillaume. Par contre, il y a eu incontestablement un rapprochement entre les deux familles. C'est souvent et malheureusement sur le lit des drames que fleurit parfois l'espoir. Aujourd'hui, 3 ans et demi après les faits, Guillaume a accepté la décision de justice et n'a pas fait appel de sa condamnation. Il purge sa peine au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il y a sa maman, il y a son fils, qui, et ça c'est une chance exceptionnelle pour lui, il en a bien conscience, ne lui ont pas tourné le dos. Finalement, sa peine, au-delà de celle qui a été prononcée, sa peine morale est perpétuelle, parce qu'il devra toujours vivre avec ça. Pour la famille d'Élodie et Méloé, la douleur ne peut s'estomper. La reconstruction est toujours extrêmement difficile, la reconstruction est longue et il manque toujours une place autour de la table familiale parce que dans cette famille, les rencontres familiales, les repas de famille tels qu'on les imagine encore, c'était quelque chose qui avait du sens. Il manque quand même Élodie et Méloé. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment la vie d'un chef d'entreprise, ami des stars, a basculé quelques jours avant Noël. Une enquête haletante aux multiples rebondissements qui va lever le voile sur de lourds secrets de famille. Les enquêteurs vont effectivement se rendre compte assez rapidement que la manière dont ils se protègent n'est pas tout à fait ordinaire. On ne trouve pas une simple alarme, mais dans différents endroits de la maison, des armes qui sont dissimulées, et j'imagine destinées à assurer sa sécurité. L'histoire d'une journée ordinaire de décembre 2004 qui va s'achever dans un bain de sang. Nous sommes à Saint-Léon,
un village de 1200 habitants, situé dans le département de Haute-Garonne. L'activité de cette commune, bordée de champs, repose principalement sur la culture des céréales. C'est un petit village du Lauragais. Le Lauragais, c'est une région qui est à la fois de plaine et de collines, qui va de Toulouse, Castelnaudary vers Carcassonne. Mais en 2004, à quelques jours de Noël, un drame sans précédent va rompre la quiétude de ce village. Il est 21h, ce 23 décembre, lorsqu'une mère, Martine, et sa fille, Ghislaine, rentrent de Toulouse. Alors qu'elles remontent le chemin qui mène à leur maison isolée, elles sont bloquées par une voiture stationnée devant leur portail. La porte avant gauche est ouverte avec la vitrine brisée et les lumières, les phares allumés. Donc c'est vrai qu'elles sont un peu surprises et interloquées, elles ne comprennent pas. Inquiète, Ghislaine s'approche timidement du véhicule. Malgré l'obscurité, la jeune femme de 22 ans reconnaît la voiture de Christian, son père. Elle monte l'allée et 15 à 20 mètres plus loin, elle trouve un corps allongé, du sang partout. Complètement défigurée, par une plaie béante, la victime est difficilement identifiable. Dans un premier temps, elle ne le reconnaît pas, mais très vite, elle comprend que c'est Christian, à mesure où elle reconnaît la manière dont il est habillé ce jour-là. Alors, qu'est-il arrivé à Christian? Pourquoi son corps se trouve-t-il à plus de 15 mètres de son véhicule? Et l'homme de 61 ans avait-il des ennemis? À Saint-Léon, 20 minutes après avoir été contacté, une équipe de la gendarmerie de Villefranche de Lauragais débarque au domicile de Christian. À leur tour, ils ne peuvent que constater le décès de la victime. La tête et la face contre terre, en position presque en chien de fusil, avec les jambes repliées. Dans sa main gauche, les enquêteurs voient une télécommande qui correspond à la télécommande du portail. D'emblée, les gendarmes prennent conscience de la violence de la scène. Outre la matière cérébrale et des morceaux d'os qui sont retrouvés bien au-delà du corps, ce qui prouve qu'il y a eu un effet de souffle énorme par les coups de feu qui ont été tirés. On a des éléments, des douilles vides percutées de calibre 12 qui sont retrouvées près du corps. Au total, les experts relèvent 6 douilles de fusil de chasse et 2 de pistolets semi-automatiques. Sur le véhicule de la victime, des impacts de tir sont repérés sur la portière, la vitre et sur le dossier du siège, côté conducteur. Il y a un gant qui se trouve au sol, en arrière de la roue arrière gauche, qui prouve qu'à un moment donné, le porteur de ce gant, ou s'en est débarrassé ou l'a perdu. Après avoir placé le gant sous scellé, les enquêteurs occitans pénètrent dans le domicile de la victime. Et si tout semble en ordre, des éléments mettent en lumière le profil de Christian. Alors les enquêteurs vont effectivement se rendre compte assez rapidement que la manière dont il se protège n'est pas tout à fait ordinaire. On ne trouve pas une simple alarme, mais dans différents endroits de la maison, des armes qui sont dissimulées, et j'imagine destinées à assurer sa sécurité. Pourquoi l'homme de 61 ans possédait-il un tel arsenal? Se sentait-il menacé? Alors que les investigations se poursuivent, Georges, le frère de Christian, apprend avec stupeur la mort de son cadet. C'est une amie qui m'a téléphoné, parce qu'elle avait entendu à la radio et sur les journaux la dépêche. Je suis tombé des nues, évidemment. À l'image de Georges,
les proches de la victime ne parviennent pas à comprendre les raisons de ce meurtre. Christian semblait mener une vie bien rangée. C'était l'ancien militaire, il avait fait l'école militaire d'Antibes, des commandos d'Antibes, et ensuite il avait commandé le fort de Collioure, où on entraînait des commandos pour toutes les guerres qui se passent un peu partout. Lorsqu'il a fini d'être militaire, il a monté une société de gardiennage, une société composée d'un certain nombre de vigiles qu'il aimait et qu'il adorait. À Toulouse et dans la région, Christian s'est fait un nom dans le milieu de la sécurité. Décrit comme quelqu'un de droit et honnête, l'homme pouvait également se montrer intransigeant. Il n'était pas facile tous les jours. C'est vrai que quelquefois, il pouvait être un peu sec. Normal, c'est le métier. Depuis 1975, le chef d'entreprise était marié avec Martine, qui travaille dans la même société de gardiennage. Ensemble, ils ont une fille, Ghislaine. Ils gagnent bien leur vie, ils ont une belle maison, ils font tout pour élever leur fille qui est également très soucieuse de plaire aux parents et donc qui travaille et qui est dans un fil conducteur parfait, une ligne de conduite tout à fait excellente. Au cours de leur audition, Ghislaine et Martine vont également assurer que le comportement de Christian, les jours précédant le drame, n'avait rien d'inhabituel. Au-delà de la tristesse insondable, à aucun moment ils n'ont pu penser qu'il y avait un problème, puisque c'était Noël. Je crois que dans l'après-midi, ils étaient allés faire des achats. Christian avait travaillé pas trop tard ce soir-là pour rentrer au plus tôt. On était le 23 décembre, au soir. Non, pas du tout inquiète. J'avais déjeuné avec lui le jour des faits. Et naturellement, les gendarmes m'ont demandé si je voulais bien leur dire quelle avait été notre conversation. Aucune difficulté, une conversation amicale qui s'adressait à un homme droit, clair, extrêmement honnête, très à cheval sur les principes. Le 3 janvier 2005, 12 jours après le meurtre, les obsèques de Christian sont célébrées à Nayoux, une commune proche de Saint-Léon. Il y avait un monde de fous à ces obsèques, c'était vraiment inimaginable, quoi. Des gens de tous horizons qui sont venus. Il était très connu un peu dans toute la région et même au-delà. Et en particulier par les chanteurs, par exemple. Il y avait Michel Jonas, qui a pris la parole d'ailleurs. Puis des gens du showbiz et d'un peu partout, quoi. Il y avait beaucoup de mâchoires crispées. Il y avait les gendarmes qui filmaient. Et chacun d'entre nous étions animés de colère, mais également de chagrin. C'était une histoire d'homme, une histoire qui faisait qu'un des nôtres, un ami, disparaissait sans qu'à aucun moment et d'aucune façon, il ait provoqué cela. Donc, phénomène d'injustice et phénomène de colère. Alors, les proches de Christian connaîtront-ils un jour la vérité? Les enquêteurs parviendront-ils à élucider ce meurtre? Et qui pouvait en vouloir à ce point au chef d'entreprise? Dans l'attente des résultats des analyses ADN, les gendarmes de Villefranche-de-Lauragais n'ont toujours aucun suspect. Mais au cours de leurs investigations, une piste semble se détacher des autres. L'hypothèse de départ des enquêteurs, c'est qu'il est possible qu'il y ait eu 2 tireurs et qu'il est possible que cet homicide soit en lien avec les activités professionnelles de la victime, mais certainement pas avec son cercle familial. La méthodologie du meurtre laisse penser que tout était savamment orchestré.
Ils étaient parfaitement bien renseignés à l'endroit du domicile. Tout ceci pouvait permettre aux gendarmes d'imaginer qu'il y ait un règlement de compte. Avec quand même une interrogation, c'est qu'il y a deux armes qui sont utilisées et qui ne sont clairement pas du même style. Un pistolet 11-43 automatique utilisé plutôt par le banditisme et un banal, vulgaire fusil de chasse. Ce qui pour le coup effectivement pose quand même question, parce que si ce sont vraiment des professionnels organisés, ce sont deux armes qui ne leur ressemblent pas, ou bien alors une seule des deux. La piste du règlement de compte étant privilégiée, les gendarmes se demandent si Christian avait un litige avec l'un de ses salariés. Mais là encore, rien à signaler. Il avait une vie qui était telle qu'il ne soulevait aucune espèce de vindicte qui puisse entraîner la mort. Ses affaires étaient très claires. D'ailleurs, les gendarmes se sont rendus compte que l'homme était honnête, que ses employés l'aimaient. Mais pour les enquêteurs, la réussite de Christian aurait très bien pu susciter des jalousies dans le milieu de la sécurité. D'autant plus que l'homme de 61 ans ne se contentait pas de dominer la profession. Il avait la volonté de la moraliser. Il avait d'ailleurs fondé un syndicat, parce que c'est vrai qu'à l'époque, sur Toulouse, sur la région, sur Bordeaux ou ailleurs, à Marseille ou à Nice, il y avait beaucoup de sociétés qui commençaient à voir le jour et où certains dirigeants faisaient n'importe quoi. Et donc Christian n'aimait pas ça. Donc il avait fondé un syndicat. Alors on a pensé que effectivement les gens qui étaient contre la création de ce syndicat pouvaient peut-être l'avoir tué. 3 semaines avant sa mort, Christian avait même remis à l'URSSAF une liste noire des sociétés frauduleuses. Fort de cette information, les gendarmes mettent sur écoute tous les dirigeants concernés. Ils ont essayé de creuser cette piste pour savoir si c'était pas un règlement de compte à ce niveau-là. Mais ça n'a pas abouti. Alors, le meurtre de Christian est-il vraiment en lien avec ses activités professionnelles? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Et combien y avait-il de tireurs? Le 30 décembre 2004, le médecin légiste rend ses conclusions. À partir de ce rapport, les enquêteurs établissent un possible scénario. Selon eux, un premier coup de feu a fait exploser la vitre conducteur, occasionnant des coupures sur le bras et le visage de Christian. La victime est ensuite sortie du véhicule et a été touchée au pied. On a un autre tir avec du 11-43 où la balle pénètre au-dessus de la fesse droite. Cette balle de 11-43 cause des lésions très invalidantes au niveau du bassin de la victime. Déterminé, le ou les assaillants ont tiré un ultime coup de feu directement dans le crâne de Christian. Il a été porté à une distance qui n'est pas certaine, mais probablement de l'ordre de 1 mètre entre la victime et le bout du fusil de chasse. Pour les gendarmes, cette exécution porte la signature du milieu du banditisme. À la recherche d'une piste, ils retracent la dernière journée de Christian. Ce 23 décembre 2004, après avoir déjeuné avec son avocat, il a rejoint une femme à Toulouse, qui n'est autre que la mère de sa fille cachée. Je pense que c'était pour discuter certainement d'un cadeau pour Noël pour sa fille, je pense. Et ensuite, il est parti au parking de Jean Jaurès pour reprendre sa voiture. Et il est rentré chez lui comme ça. Cette seconde fille, Christian, l'a eue en 1981, soit 1 an avant Ghislaine. Si le chef d'entreprise aidait financièrement ce premier enfant, il n'était pas présent pour lui. Sa mère aurait-elle alors cherché à se venger de son ancien compagnon?
Elle a été entendue, hein, mais non, c'était pas une piste privilégiée. C'est-à-dire, comme ils disent dans leur jargon, ils ouvrent toutes les portes et ils les referment s'il faut les refermer, voilà. Voilà ce qui s'est passé. En explorant le passé de la victime, les enquêteurs vont faire une autre découverte capitale. L'homme n'avait pas 2, mais 3 enfants. Il avait une fille aînée qui était un peu en retrait par rapport à la nouvelle vie familiale de Christian. Et donc on va s'intéresser non pas à la famille de Christian contemporaine, actuelle, on va s'intéresser à la fille de Christian avec qui il avait de bons rapports, mais qui avait peut-être au travers de troubles un peu psychologiques, une vie un peu compliquée. Cette femme, du nom d'Hélène, est née en 1963. À l'époque, son père, Christian, est militaire et sa mère employée à la poste. Une vie bien rangée qui bascule 9 ans plus tard. Ils ont eu un accident de la route dans lequel la mère va décéder. Hélène va très peu vivre avec son père étant enfant, être confiée à d'autres membres de la famille. Et quand il l'a reprise, ils s'étaient mariés. Et quand elle a été adolescente, il l'a mise en pension chez des bonnes sœurs, chez des dominicaines à Toulouse, où elle faisait les 400 coups d'ailleurs. Elle s'est évadée plusieurs fois. Il faut dire qu'elle a été traumatisée par la mort de sa mère. La mort de sa mère, elle l'a apprise très tard, par hasard, par une de ses cousines. Donc ça a été un traumatisme considérable, c'est sûr. Instable psychologiquement, Hélène intrigue les gendarmes qui décident de la convoquer. Face à eux, la femme de 40 ans s'épanche sur sa vie, et notamment sur ses anciennes relations. Elle a eu des fréquentations à certains moments de sa vie qui pouvaient intéresser les enquêteurs et des fréquentations qui étaient parfois des gens qui avaient eu des histoires avec la police ou qui avaient été incarcérés. On s'est donc intéressé à ses compagnons. L'un de ses compagnons va particulièrement retenir l'attention des gendarmes occitans. Surnommé Pompon, il est accusé d'avoir battu Hélène au mois de juillet 2004, soit 5 mois seulement avant le meurtre. Et il profitait vraiment d'elle, très clair. Christian s'en était ému, directement auprès de lui, donc il avait un peu calmé les choses. Et mon frère a envoyé ça, il avait le chic pour ça. Il a envoyé un de ses employés pour lui ficher un peu la trouille, pour lui faire peur, pour qu'il la laisse tranquille et qu'il parte. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Pour les enquêteurs, Pompon avait donc de bonnes raisons d'en vouloir à Christian. Mais l'homme a un alibi. Au moment des faits, il était à Grenoble, à plus de 500 km de la scène de crime. Si cette piste se referme, un autre homme va intéresser les gendarmes. Claude, le premier amour d'Hélène. Ils vont vivre en concubinage pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y a une différence d'âge nette entre une vingtaine d'années de différence. En 2003, le couple se sépare dans la douleur. Claude accuse Hélène de lui avoir volé une importante somme d'argent. Il dépose plainte le 28 septembre 2003 et essaye de donner des éléments permettant de chiffrer sa demande, qu'il est pour lui difficile de chiffrer puisqu'il s'agit d'argent liquide. Cette plainte n'est pas prise au sérieux et n'est pas correctement instruite. Claude, je pense, laisse les enquêteurs un peu surpris de sa démarche et du fait même qu'il ait pu entreposer une somme pareille. Fort de ces informations, les enquêteurs se rendent sans plus attendre au domicile de Claude, à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Alors, comment se déroulera cette entrevue? Claude fera-t-il des révélations aux gendarmes? Est-il impliqué dans le meurtre de son ancien beau-père? Le 11 janvier 2005, 3 semaines après la mort de Christian, les enquêteurs occitans débarquent
chez Claude, l'ancien compagnon d'Hélène. Ils sont bien reçus par quelqu'un qui est assez avenant, pas inquiet ni particulièrement contrarié de leur présence. Sur place, les gendarmes font la connaissance d'un homme avec un parcours semé d'embûches. Claude, c'est quelqu'un qui est issu d'une fratrie de 3, des parents qui travaillent, auxquels il est très attaché, un père qui décède relativement tôt. Il se retrouve, lui, seul à s'occuper de son petit frère handicapé qui a eu une méningite quand il était plus jeune et qui est handicapé mental. Leur maman décède en 2002 et il se retrouve avec la charge de son frère chez lui. Jusque-là très calme, Claude s'emporte violemment lorsqu'il évoque le vol d'argent dont il aurait été victime. Face aux enquêteurs, l'homme de 56 ans assure qu'Hélène lui a dérobé plus de 600 000 € en liquide. Un magot qu'il cachait dans des sacs plastiques sous un meuble de sa cuisine. Les sommes étaient d'importance, c'est la vente des terrains agricoles ou en voie d'urbanisation de ses parents, donc il y avait rapporté quand même une somme d'importance à l'époque. Mais les déclarations de Claude sont confuses et sèment le doute dans l'esprit des gendarmes. Difficile pour eux de croire cet homme dans la précarité qui confond les euros et les anciens francs. Quand on lui pose la question de où se trouve le 23 décembre 2004, il répond la vérité. Le 23 décembre 2004, il est sur la route et effectivement, les investigations le prouveront, il y avait un accident de la route à proximité de sa région ce soir-là. Les investigations le concernant ne vont pas plus loin. Il conteste avoir évidemment commis les faits, il conteste s'être rendu à Saint-Léon. Et la piste Claude, à ce moment-là, s'arrête. Mais un mois plus tard, le 14 février 2005, l'enquête connaît un rebondissement. Les examens et les analyses, notamment ADN, qui ont été ordonnés s'agissant des différents éléments trouvés sur la scène de crime vont permettre d'identifier un ADN dans le gant, ADN qui se révèle être celui de Claude. Claude est alors interpellé et rapatrié dans la région toulousaine pour y être auditionné. Mais la garde à vue s'annonce compliquée. Un type complètement qui disait rien. Alors que les empreintes ADN correspondaient totalement à son profil à lui, son attitude, elle était conforme à sa personnalité, c'est-à-dire il était un galet au fond d'une rivière. Ça m'a étonné, hein, c'est un type sans expression véritable. Malgré la preuve irréfutable de sa présence sur la scène de crime, Claude ne se démonte pas. Pire, il rejette la faute sur Hélène. Il va accuser la fille de Christian et en disant c'est elle qui sans doute avec des hommes de main est arrivée et pour me mouiller à fond va déposer le gant avec votre ADN. Là, les gendarmes n'y ont pas cru. Persuadé que Claude les mène en bateau et qu'il a monté de toutes pièces un alibi, les enquêteurs tentent de débloquer la situation. Parallèlement, les enquêteurs entendent à nouveau l'ancienne compagne de Claude, Hélène, la fille de la victime, qui va pour la première fois admettre qu'effectivement, et comme le soutient Claude depuis plus d'1 an, elle lui a bien dérobé une très forte somme d'argent quand elle l'a quitté. Et contrairement aux allégations de Claude, Hélène évoque une somme de 100 000 €. Un acte désespéré qu'elle justifie comme une sorte de dédommagement. La fille de Christian va vivre avec cet homme. Elle va subir pendant quelques années la rapacserie, la pingrerie épouvantable de cet homme qui s'exprimait au travers d'une recherche de nourriture dans les décharges de supermarchés. C'est dire que cet homme qui par ailleurs avait des biens, qui par ailleurs avait des liquidités, était un véritable pagaron. Et je pense qu'elle en a beaucoup souffert. Avec cet argent, Hélène explique qu'elle s'est enfuie avec son nouvel amant de l'époque, le fameux Pompon. Elle a fait la bamboche
comme on dit à Toulouse. Elle a fait la fête dans toute la région lyonnaise et grenobloise, dans tout ce coin-là. Donc avec les restaurants 4 étoiles, les hôtels 5 étoiles, enfin, elle a fait un truc, une vie qu'elle n'avait jamais eue, etc. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Claude n'abdique toujours pas et nie être l'auteur des faits. Malgré ses dénégations, le quinquagénaire est mis en examen pour assassinat le 21 février 2005. Alors, Claude passera-t-il aux aveux? Pourquoi s'en serait-il pris à Christian plutôt qu'à sa fille? Et où se trouvent les armes du crime? À Villefranche de Lauragais, les gendarmes se demandent comment l'auteur des coups de feu s'est procuré un fusil de chasse et un pistolet de calibre 11,43. En analysant le relevé téléphonique de Claude, un nom ressort. Celui d'un certain Richard. Les enquêteurs vont se rendre à son domicile. Richard est absent. L'information va lui être donnée et dès le lendemain, il se présente au service de gendarmerie pour être entendu. L'homme a 55 ans et vit près de Marseille. Entendu comme simple témoin, il explique avoir croisé Claude par hasard il y a 6 mois, après s'être perdu de vue pendant 30 ans. Son ami d'enfance lui aurait alors fait une requête surprenante. Claude lui demande de lui trouver des armes parce qu'il a des tourterelles, je crois, qui le dérangent autour de sa maison. Et il lui demande de l'aider à se débarrasser de ces tourterelles, notamment en lui trouvant des armes. Richard était un très très grand amateur de tir et d'armes, et il faisait partie d'un club de tir. Donc Richard va proposer à Claude de le rejoindre sur ce club de tir, et il va lui présenter 2 personnes qui vont lui vendre des armes. D'abord soupçonné par les gendarmes d'être le second tireur, Richard est finalement innocenté. Pour autant, l'homme a joué un rôle dans cette affaire. Au mois de février 2005, juste après sa première audition, Claude serait passé chez lui. Il va se rendre chez Richard et il va lui demander de garder ses armes. Richard va commencer à se douter qu'il y a peut-être une difficulté et il va effectivement aller les amener chez un proche. Et les enquêteurs, par la suite, vont ramener Richard à Toulouse pour qu'il soit entendu par les juges d'instruction et il va être mis en examen pour complicité d'assassinat et recel d'armes. En juillet 2005, plus de 7 mois après le meurtre de Christian, une confrontation entre Claude et Richard est organisée. Une stratégie vaine, puisque l'ex d'Hélène nie avoir été en possession de ces armes. C'est alors que les gendarmes mettent Claude face au témoignage de sa dernière compagne, Noémie. Elle raconte avoir vu une arme à feu chez l'homme de 56 ans et ajoute qu'il était obnubilé par le vol de son argent. Quelques jours avant les faits, oui, il avait cette espèce d'idée fixe selon laquelle l'argent qui avait été pris par la fille avait un responsable, c'était Christian. Dans la mesure où la voleuse, il ne pouvait pas y mettre la main dessus, le père, Christian, qui était un personnage musclé, puissant, redresseur de tort, protégeait sa fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un mécanisme névrotique où l'idée fixe c'est Christian, c'est Christian, c'est Christian. Noémie, l'ex-compagne de Claude, va également expliquer qu'il s'est rendu dans la région toulousaine quelques semaines avant le meurtre. Claude, effectivement, essaye par tous les moyens de contacter Hélène, contacter Christian et contacter quelqu'un qui puisse lui répondre, puisque la justice lui a répondu classement sans suite. Et il va décider de se rendre sur place, pas directement en allant frapper à la porte de la famille, mais en allant tout simplement rencontrer
l'environnement. Il va s'entretenir notamment avec une commerçante, je crois que c'était une pharmacienne, qui va lui dire attention, c'est pas une famille dont on me parle comme vous le faites, vous les traitez de voleurs, on ne parle pas d'eux comme ça, attention, ce sont des gens bien, attention, on ne parle pas d'eux comme ça, ils savent se faire respecter. Accusé de toutes parts, Claude demande aux enquêteurs d'être à nouveau interrogé le 3 août 2005. L'homme va alors livrer des propos édifiants. Il explique avoir ce jour-là décidé de se rendre à Saint-Léon, armé, parce qu'il a préalablement fait un petit peu de recherche quand même sur la personne de Christian. Et il sait que c'est quelqu'un qui a la possibilité de se défendre, quelqu'un d'influent. Donc il n'y va pas les mains vides et il est décidé, après avoir été conduit plusieurs fois au téléphone, à avoir une discussion franche et récupérer l'argent qu'il soupçonne Hélène d'avoir entreposé chez son père. En début d'après-midi, le 23 décembre 2004, Claude quitte son domicile varois pour arriver vers 19h à Saint-Léon, devant la maison de Christian. Après 15 minutes d'attente, le père d'Hélène arrive en voiture. Il voit que Christian stationne brièvement devant le portail de sa propriété pour actionner la télécommande et certainement l'ouvrir. Et à ce moment-là, il se présente à sa portée et à sa vue, à côté de lui, côté conducteur. Il dit « Vous savez qui je suis venu ici pour discuter, où est mon argent ?» Claude explique à ce moment-là que cette fois-là, comme toutes les précédentes au téléphone, il est éconduit et qu'on lui dit d'aller se faire voir, qu'il n'a rien à faire là, qu'on ne lui répondra pas et qu'il a intérêt à partir, sinon on va, c'est ce que dit Claude, le fumer. Claude, à ce moment-là, décide de ne pas en rester là. Il décrit que Christian ne redémarre pas son véhicule pour rentrer dans l'allée, au contraire qu'il commence à ouvrir la portière et qu'il sort de son véhicule. Se sentant humilié, Claude raconte avoir fait feu à plusieurs reprises sur Christian, alternant fusil de chasse et pistolet semi-automatique. Quasiment, à bout portant, il l'a ensuite achevé d'une balle dans la tête. Malgré ses aveux, la version de Claude ne convainc pas. Persuadé que Christian a été victime d'un guet-apens, les gendarmes organisent une reconstitution le 3 février 2006 devant le domicile de la victime. J'ai trouvé l'auteur des faits très maladroit, très emprunté dans le maniement du fusil. C'est vrai que bon, avec tout le monde autour le jour de la reconstitution et les caméras braquées sur lui, il était peut-être un petit peu intimidé. Si les gestes de Claude sont imprécis, son témoignage, lui, ne varie pas. Il dit qu'il a interpellé Christian, mais que Christian est venu aussi à sa rencontre en lui demandant de déguerpir. Mais l'expert balistique maintient que Claude a tendu un piège à sa victime. Tapis dans l'ombre, il aurait tiré sans sommation sur Christian, alors qu'il était encore dans sa voiture. Ce premier coup atteint le haut de la portière et le bas du conducteur et atteint la victime au niveau du bras, avec des atteintes également au niveau du visage par des éclats de verre ou autre. C'est pour ça que l'on est certain que la victime se trouvait en position de conduite. L'expert émet également un doute quant à l'utilisation de deux armes de calibres différents. Ça paraît difficile qu'il ait pu s'occuper d'un fusil, s'occuper d'un pistolet semi-automatique. J'ai trouvé cet auteur complètement dépassé par les manœuvres, par les événements. Voilà. Même s'il maintenait sa thèse d'être tout seul. Alors, ce procès permettra-t-il de faire la lumière sur cet éventuel complice? Et Claude a-t-il réellement prémédité les faits? Le 3 juillet 2008, le procès de Claude se tient à Toulouse, devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Plus de 3 ans après la disparition de Christian, la famille de la victime attend de réelles explications de la part du meurtrier présumé. Surtout par rapport au tireur.
Parce que là, c'est un peu difficile à croire qu'une seule personne comme ce bonhomme ait pu avoir raison de mon frère. C'est dans une ambiance électrique que Claude, 59 ans, fait son entrée dans le box des accusés. Les débats sont menés sous une très très forte tension. On la ressent sans que véritablement elle se manifeste entre les parties civiles, et elle se ressent aussi énormément entre les parties civiles et nous, la défense. Malgré les incohérences de ses aveux, le meurtrier présumé s'obstine et refuse de changer de version. Un personnage retors, mesquin, qui allait chercher des prétextes là où il ne fallait pas, donc qui a été très maladroit, et qui, au bout du compte, n'exprimait aucune espèce d'empathie à l'encontre de Christian. Des débats stériles qui ne permettront pas de savoir si Claude avait, oui ou non, un complice. J'ai l'impression que les magistrats ou les enquêteurs ont abandonné l'hypothèse de deux auteurs. Ils n'ont pas trouvé un deuxième auteur, donc à partir de là, on se contente de Claude. Je pense ne pas être le seul quand même dans cette affaire à avoir pensé que Claude n'était pas seul ce soir-là. Dès le premier jour d'audience, la teneur du procès va être bouleversée par le témoignage d'Hélène, la fille aînée de Christian. Fragile psychologiquement, elle semble dépassée par les événements. La situation d'Hélène est effectivement difficile au cours des débats, puisqu'elle a la double qualité, à la fois de témoin et de partie civile, puisqu'elle a perdu effectivement son père, mais c'est un témoin pas tout à fait ordinaire, puisqu'elle est par ailleurs mise en examen pour les faits de vol qui vont au final constituer le mobile des faits reprochés à Claude. Pour la défense, l'ex-compagne de Claude a sa part de responsabilité dans cette sombre affaire. Elle est très largement entendue, longuement, et pas forcément de manière très douce. Il est nécessaire qu'elle participe à la manifestation de la vérité, puisque les faits qu'elle a commis y ont conduit. Elle était malheureuse, et je pense qu'au fond d'elle-même, il y avait un sentiment de culpabilité. La partie civile s'insurge de la manière dont sont menés les débats et rappelle que ce procès est celui de Claude et non pas d'Hélène. Est-ce que le fait que cette fille prenne de l'argent à son copain avec qui elle a vécu des années entières peut entraîner un assassinat très difficile? Autrement dit, a-t-elle joué un rôle causal dans le cadre de l'assassinat? La réponse est évidemment non. C'est aussi une victime quand même, une victime collatérale comme on dit maintenant. L'élément déclenchant, c'est le fait qu'elle s'en aille avec l'argent, mais bon, ça ne justifie pas non plus le crime, quoi. Le 4 juillet 2008, après 2 jours de procès, le verdict tombe. Alors qu'il risquait la perpétuité, Claude écope de 16 ans de réclusion criminelle. Alors là, ça a été vraiment un coup de massue, je dirais. Tout le monde, pas seulement moi. C'est une catastrophe, quoi. On n'a pas très bien compris pourquoi. Après tout ce qui s'était dit, tout ce qui s'était passé, 16 ans, c'était rien du tout, quoi. Alors, l'avocat général a dit qu'il allait faire appel. Et heureusement. Le 10 juin 2010, 2 ans après la première audience, le procès en appel s'ouvre à Montauban. Fidèle à lui-même, Claude ne fera aucune révélation. Le type sait pourquoi il est là, en même temps, on a l'impression qu'il n'est pas là. C'était à Toulouse, c'était comme ça, à Montauban, ça a été la même chose. Il reste finalement dans ses secrets à lui, quoi. Il a tué, il sait pourquoi il a tué, mais en même temps, il ne le regrette pas. Il se dit finalement, bon, pourquoi pas, quoi. C'est terrible, hein. À l'issue de ce second procès, Claude est finalement condamné à 25 ans de prison. Aujourd'hui, 14 ans après les faits, la disparition violente de Christian continue de hanter les habitants de Saint-Léon et la famille de la victime.
À commencer par Georges, qui n'accepte toujours pas le sort de son cadet. Nous n'étions que 2 frères, donc je me suis retrouvé tout seul. Cette affaire-là, quand même, ça remue. Surtout qu'on n'a pas tous les éléments, il manque pas mal de choses, à mon avis. Moi, tant que je ne connaîtrai pas la vérité, je ne serai pas à l'aise, quoi.